Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente rapporteure, mes chers collègues, bien que nous ne soyons pas d'accord, cher collègue Louault, même si j'ai un avis divergent avec vous, je pense ne pas dire des choses fausses. La commission mixte paritaire a été conclusive. Même si le Parlement doit faire face à une actualité chargée, entre l'urgence sanitaire et les exigences du calendrier budgétaire, ce texte ne doit pas pour autant être traité avec légèreté. Avant de l'adopter, monsieur le ministre, nous devons bien sûr mesurer l'étendue de la brèche qu'il ouvre dans notre législation. De très nombreux acteurs agricoles et économiques ont, malgré les réticences, appliqué l'interdiction des néonicotinoïdes. Ils se sont saisis des 4 années de transition pour revoir leurs pratiques, rechercher des alternatives. Quel message leur renvoyons-nous ? Qu'en s'abstenant de tels efforts, ils auraient pu obtenir de pouvoir déroger à la loi. Plus largement, un tel retour en arrière est un précédent redoutable pour toutes nos prochaines législations environnementales. Avec ce projet de loi, le Gouvernement, monsieur le ministre, vous tournez non seulement le dos au long processus qui a amené la loi de 2016 sur la biodiversité, il enterre aussi un principe fort inscrit depuis 2005 dans notre loi fondamentale au sein de la Charte de l'environnement. Je cite : « Les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. » Je ne reviendrai pas sur les éléments scientifiques que nous connaissons tous, qui nous disent à quel point les néonicotinoïdes compromettent la biodiversité. 300 000 ruches anéanties chaque année, disparition de 85% des populations d'insectes, d'un tiers des oiseaux des champs de notre pays depuis leur introduction. Certes, les besoins du présent auxquels ce texte prétend répondre existent bien. Il existe un besoin immédiat, aider une filière qui craint une baisse de 15% de son volume de production en 2020 en raison de la crise de la jaunisse de la betterave. Mais la réponse à ce besoin immédiat ne peut évidemment pas être l'utilisation de produits qui n'auront d'effet que pour la prochaine récolte. Comme pour d'autres filières confrontées à des catastrophes, la création d'un fonds de solidarité pour compenser les pertes serait bien plus adaptée. Nous le chiffrons à environ 100 millions d'euros. Il existe un besoin de moyen et long terme. Soutenir une filière qui connaît de vraies difficultés depuis 4 ans, suite à la suppression des quotas sucriers et du prix minimum garanti, les premières fermetures d'usines et suppressions d'emplois ont eu lieu alors que les néonicotinoïdes étaient encore utilisés par les betteraviers. Comment peut-on croire alors que leur réintroduction sera une réponse à des difficultés d'ordre structurel ? Pour nous, une réponse à la hauteur des enjeux consisterait plutôt à accompagner la filière vers une montée en gamme de la production sucrière, une véritable structuration et la mise en œuvre de pratiques agriculturales adaptées pour faire face aux ravageurs. Ainsi, même au prix d'une régression environnementale qui fera précédent, ce projet de loi n'y répond ni aux besoins immédiats ni aux besoins profonds de la filière de betterave-sucre. Notre Constitution dit que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Ce n'est clairement pas le cas de ce texte, qui consacre l'environnement comme une simple variable d'ajustement de problématiques économiques. Pour toutes ces raisons, les sénateurs et socialistes, écologistes et républicains, moins une voix, voteront contre ce projet de loi.